D'abord, bon, j'aimerais rappeler une banalité qui a été rappelée dans le film, c'est le privilège des premiers, de dire donc que l'Europe, donc comme le film a rappelé, grâce à la mise en commun du charbon et de l'acier, qui est à l'origine de l'Union européenne actuelle, la banalité, c'est que nous n'avons pas connu de conflit depuis, du moins dans l'Europe occidentale, et que souvent les gens ont tendance à l'oublier parce que c'est comme un acquis, ça nous paraît normal. Mais de temps en temps, voilà, moi j'ai la chance de connaître aucun conflit, j'en suis très contente et tous les jours j'en suis heureuse. Donc j'espère que ça va continuer, mais peut-être un de nos devoirs, c'est d'essayer de donner conscience, bon, en particulier aux jeunes, et que les âgés puissent transmettre leur expérience, la parole. Bon, ça fait partie un peu de notre devoir à tous. Donc, concernant le Parlement européen, comme Madame Beltrán l'a rappelé, le Parlement, c'est la seule institution de l'Union européenne à être élue au suffrage universel. Et c'est donc l'institution par laquelle vous pouvez influencer la construction de l'Europe. Vous êtes libres tous de penser ce que vous voulez de l'Europe, plus, moins, différente. Et c'est à ce moment-là, quand vous votez, que vous pouvez l'influencer. Beaucoup de monde dit de toute façon, Bruxelles est loin, ça ne sert à rien, ma voix compte pas. Donc bon, c'est ce sur quoi nous avons essayé d'insister l'année dernière au moment de la campagne électorale. Je dirais que c'est une campagne perpétuelle. C'est un message et une explication pédagogique que nous devons faire en permanence et non pas 15 jours ou un mois avant de voter. Surtout que parfois le citoyen a du mal à s'y retrouver. Bon, de toute façon, ce n'est pas à lui de savoir ce qui relève de l'Europe, ce qui relève des États membres, mais au moment de voter, on a eu, nous, des courriels, je dirais, désagréables au bureau en nous disant oui, il n'y avait pas les professions de foi, il fallait imprimer son bulletin. Donc voilà, là c'est encore de la pédagogie. Qu'est-ce que c'est qui est du ressort de l'Union européenne? Qu'est-ce que c'est qui est du ressort de l'État? Donc voilà, si nous, chacun de nous pouvait passer ce message pour... ça fait partie des obstacles permanents, je dirais, sur les chemins escarpés de l'Europe, des obstacles tout bêtes, mais en général, c'est la pédagogie qui manque le plus, que ce soit par les médias, par les responsables politiques. Bon, on connaît tous que quand ça va mal, c'est Bruxelles, quand ça va bien, c'est grâce à moi. Donc voilà, c'est à chacun de nous aussi de faire cette pédagogie quotidienne. Alors depuis que le Parlement européen existe, donc c'était déjà en 1959, il y avait le premier traité qui avait donné naissance à l'Assemblée parlementaire, à l'époque, qui allait devenir le Parlement européen. Donc ces pouvoirs ont sans cesse augmenté. Et chaque fois, les films avant nous le répétaient par petites étapes, par construction. Donc je vais vous citer quelques exemples sur ces chemins escarpés, sans vous donner tout le détail qui serait un peu ennuyeux. Par exemple, c'était au traité de Bruxelles en 1975 que le Parlement européen a eu le droit de contrôler les comptes de l'Union européenne. Avant, non. Le Parlement européen, à l'origine, était aussi une institution surtout consultative. Tandis que dès l'acte unique européen en 86 et ensuite traité d'Amsterdam en 97 et maintenant le traité de Lisbonne, le Parlement européen est vraiment devenu le co-législateur avec le Conseil. C'est-à-dire que la plupart des propositions de la Commission européenne doivent avoir l'aval à la fois du Parlement européen et du Conseil pour être adoptées. Bon, éventuellement avec des amendements, mais à part des domaines très réservés, par exemple comme la sécurité, ou des domaines qui sont plus du ressort des États membres, comme donc, la défense et la fiscalité. Par exemple, la fiscalité, le Parlement n'a qu'un avis consultatif. Et dans la plupart des autres domaines, le Parlement est co-législateur et donc doit approuver. Donc, un autre, par exemple, c'est depuis le traité de Maastricht, ça fait maintenant 20 ans, si je calcule bien, 20 ou 30, 20, que le Parlement européen a le droit d'inviter la Commission à présenter une proposition législative.
La Commission avait toujours eu l'initiative, mais avant, bon, si elle ne voulait pas, ben, elle ne présentait pas. Tandis que maintenant, le Parlement peut l'inviter et lui demander une proposition. La Commission aussi, depuis cette époque, doit être approuvée par son ensemble par le Parlement européen. Les commissaires passent des auditions et aussi peuvent censurer la Commission, la dissoudre, même si la Commission dans le passé a décidé de démissionner avant que le Parlement ne la dissolve. Par exemple, la BCE aussi, le Parlement européen doit être consulté avant que le vice-président, le président, le vice-président et le directoire de la Banque centrale soient nommés par le Conseil européen. Bon, il est consulté dans ce cas-là. Il y a eu, je crois que c'était l'année dernière, une levée de bouclier parce que le candidat proposé était encore un candidat. Donc le Parlement a menacé, disant même si de toute façon le Parlement disait non, les chefs d'État font ce qu'ils veulent dans ce domaine-là. Le Parlement disait qu'il fallait une femme, mais bon, ça n'a pas marché. Autrement, donc le traité de Lisbonne, qui est le dernier traité qui est entré en vigueur en 2009, là c'est vraiment je dirais l'aboutissement du rôle du Parlement comme co-législateur. Et d'ailleurs, ce qui s'appelait avant, qui est un jargon assez compliqué, la procédure de codécision, dans le traité de Lisbonne, c'est devenu la procédure législative ordinaire. Ça veut dire que maintenant, la plupart des actes, c'est à la fois Parlement et États membres, Conseil qui doivent décider. Pour faire une analogie vraiment rapide, je dirais juridiquement incorrecte, mais c'est un peu Assemblée nationale, Sénat, voilà, en France, on dirait. Pour faire rapide, c'est pas juste, mais pour un public français, peut-être ça parle un peu plus. Ensuite, je dirais évidemment, une autre nouveauté très importante du traité de Lisbonne, qui a été testée pour la première fois lors des élections de 2014, ça a été le rôle clé du Parlement dans l'élection du président de la Commission européenne. Donc on sait que le Parlement, bon, c'est la seule institution légitime grâce au suffrage universel direct, et il était reproché tout le temps à la Commission d'être l'émanation des États et de n'avoir aucune légitimité. Donc si vous avez suivi les élections, vous avez vu que le Parlement s'était engagé à dire qu'il présenterait donc un candidat et que le candidat qui devrait l'emporter serait celui qui avait ressortir du groupe politique qui avait eu le plus de suffrages au Parlement européen. Il y a eu quelques pressions entre Parlement et Conseil, mais le Parlement donc y est arrivé, ce qui est quand même un précédent très important. C'est-à-dire que le Conseil aurait pu s'opposer, proposer quelqu'un d'autre, voilà. Mais là, c'est un précédent qui se renouvellera sûrement en ce qui concerne le président de la Commission européenne. Autre chose aussi de nouveau, et on l'a vu pour le fameux traité ACTA, donc sur la contrefaçon, le Parlement n'est pas associé aux négociations commerciales. C'est-à-dire qu'il y a un mandat qui est voté par les États membres, qui est donné à la Commission, et le Parlement n'est pas associé. Par contre, à la fin, il peut rejeter. Ce qui, au niveau, je dirais, de l'efficacité du gain du temps, n'est peut-être pas la meilleure possibilité, mais en tout cas, il a utilisé son pouvoir en rejetant l'accord commercial anti-contrefaçon. Bon, il y a eu une très grande levée de bouclier de la population, beaucoup de courriels aux députés, une pétition signée par 2,8 millions de citoyens du monde entier. Le Parlement a rejeté l'accord. Donc du coup, bon, ça donne, je dirais, un moyen de pression pour les accords à venir, parce que la loi, le traité n'a pas changé, mais du coup, pour le fameux accord qui est en cours de négociation avec les États-Unis, TTIP pour les amis, personne ne comprend ce que c'est. Si vous voulez savoir, j'ai l'acronyme. Traité en anglais, c'est Transatlantic Trade and Investment Partnership. Voilà, très français. TTIP. Donc là, le Parlement, pareil, n'est pas associé en soi aux négociations, n'est pas celui qui négocie. Mais en sachant qu'à la fin, il peut tout rejeter en bloc,
on a intérêt un peu d'écouter officiellement ou extra-officiellement ce qui vient du Parlement européen. Et c'est donc un moyen pour les citoyens qui n'utilisent peut-être pas assez. Le citoyen français sait qu'il y a son député français, son sénateur, son maire, il va le voir, mais peut-être qu'il ne pense pas assez qu'un député européen, on peut lui écrire aussi, le contacter pour qu'il représente l'ensemble des citoyens. Donc voilà, ça c'est intéressant. En ce moment, ils en discutent beaucoup. Il y a un rapport du Parlement qui devrait être adopté en juin, je crois le 10 ou le 11 juin, sur donc, la position du Parlement par rapport au traité en cours de négociation. Donc voilà, c'est-à-dire que même si le Parlement n'est pas, selon les textes, ne fait pas partie des négociations, il a un moyen de pression. Par le fait qu'il peut dire, bah, écoutez, si vous ne m'écoutez pas gentiment le long de négociation, moi je peux rejeter tout en bloc. Donc ça fait quand même beaucoup d'années de perdu. Et d'autres, par exemple, aussi, une autre question qu'on peut se poser sur pour le futur, dans tous les chemins donc, difficiles de l'Union européenne, c'est chaque fois je dirais, les relations entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Disons, comment ça fonctionne. Moi, je m'en rappelle, après, bon, M. Calouet pourra peut-être avoir une autre impression. Comme jeune fonctionnaire, quand je suis arrivée à la Commission, je commençais à la Commission européenne, le Parlement, c'était vraiment les méchants. On avait peur du Parlement. Quand il y avait une question, comment on appelle ça, parlementaire, oh là là, et voilà, et on devait écrire la réponse, et vraiment. Et je dirais, alors maintenant, je ne sais plus, peut-être je suis trop près, mais il y a 5 ans ou même 2 ou 3 ans, je sentais vraiment que le Parlement et la Commission étaient main dans la main, entre guillemets, par rapport au Conseil, aux États membres. Donc ça, c'est le sentiment que j'ai. Maintenant, peut-être je suis trop le nez dedans pour voir, mais je le sentais vraiment un rapprochement. Comme responsable du bureau d'information, en tout cas, je pense que c'est mon devoir d'être avec mon collègue homologue de la commission. On parle parfois ensemble. Souvent, quand j'ai des événements, je l'invite. Je dis, tu viens, tu mets le point de vue de la commission. C'est important, selon moi, qu'on soit ensemble et qu'on parle Union européenne. Et non pas chaque institution a sa position. Ok, il y a des traités, chaque institution a son rôle. Mais par rapport aux citoyens, c'est bien qu'ils comprennent que on va tous dans le même sens. Même si parfois, bon, il y a peut-être au niveau des hautes instances des points de vue différents, c'est comme en France. Il y a la France, mais vous avez le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, voilà. Mais même des gens dans le gouvernement qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, voilà. Bon, il y a comme ça parfois des petits différends. Mais c'est important aussi dans ces chemins escarpés donc, de la construction européenne, de montrer que, bon, il y a plein d'obstacles, mais dans quelle direction nous allons. Alors après, il y aura, peut-être quelqu'un va en parler, le possible référendum britannique, voilà. On ne sait pas ce que nous réserve le futur, disons, il n'y a rien qui est jamais acquis. Mais voilà, je dirais, bon, il y a eu un fameux rapport, le coût de la non-Europe. Où est-ce qu'on a sauvé, bon, s'il n'y avait pas l'Union européenne, bon, ça c'est difficile, on ne peut pas le dire, mais sûrement qu'on serait en plus mauvaise position, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau peut-être de certains conflits, et certainement au niveau économique. On ne pourrait pas voilà, résister par rapport aux grands blocs actuels. Ça ne veut pas dire que les grands blocs c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça, voilà. Donc on ne peut pas changer cela maintenant. Bon, il va y avoir une évolution sûrement, est-ce qu'on la verra ou pas. Mais pour le moment, disons, je dirais que ça paraît la meilleure option, après que chacun peut modeler comme il a envie, en votant, justement, ou en votant pour un député européen qui lui correspond, et aussi en faisant des initiatives citoyennes, où maintenant, ça aussi, c'est une nouveauté du traité de Lisbonne. Je crois que c'est 1 million de signatures de 7 États membres. Par moyen électronique, ça peut aller vite. Donc il y en a déjà une qui a été approuvée, c'est une initiative citoyenne sur l'eau, donc qui devrait amener la Commission à faire une proposition
Il y en a qui ont été rejetés aussi. Hein. Mais voilà, il y a différents processus et c'est aux citoyens de les utiliser et à nous, je dirais, de les informer, d'expliquer la palette. Il me semble que voilà, le fondamental, c'est l'information et la pédagogie. Avant toute polémique, oui, non, voilà, les gens bien informés veulent prendre de meilleures décisions. Je ne vous parlerai pas plus pour laisser la parole aux collègues et peut-être discuter après. Merci.